dizaines quelques dizaines d'associations dans une ancienne région française, le Limousin, à peu près dans le centre de la France. Et il s'est agi de comprendre, dans la lignée d'autres travaux universitaires, hein, les facteurs, disons, de variation de la subvention publique. Mais dans d'autres cas, ça a été étudié pour plutôt les relations entre collectivités territoriales et associations, ou en étudiant par exemple les formes de clientélisme, ou alors les processus de marchandisation et de mise en concurrence dont on a déjà parlé. Dans mon cas, ça va plutôt être d'essayer de comprendre si des conflits politiques peuvent conduire à des variations de subventions entre l'État et des acteurs associatifs. Donc, les quelques dizaines d'associations dont je parle ont vécu entre 2022 et aujourd'hui des retraits, des réductions ou des refus de subventions. Et ces associations font partie de secteurs très différents, hein. On a des médias associatifs, des plannings familiaux, des associations d'éducation populaire, de défense de l'environnement, d'action culturelle, et j'en passe. Donc évidemment, les financeurs, les services de l'État financeurs de ces associations sont eux-mêmes assez divers. J'en ai compté 9 à des niveaux départementaux et régionaux, hein. Donc on a l'Agence régionale de santé, la Direction régionale aux affaires culturelles, la délégation aux droits des femmes, les services jeunesse et sport, et j'en passe encore. Donc je vais éviter d'avoir trop d'acronymes, mais c'est un peu inévitable parfois. Donc évidemment, vu cette diversité d'acteurs étatiques et associatifs en jeu, il m'est apparu indispensable de faire une enquête à une échelle, on va dire, mésologique ou à l'échelle du territoire et de façon transsectorielle. Donc ma question, la question générale, hein, que je me pose, c'est ce que nous disent ces conflits de transformation éventuellement plus générale des rapports entre l'État et les acteurs associatifs. Et pour ce faire, j'utilise une approche en sociologie politique qui s'appelle l'approche par les instruments d'action publique, où concrètement, il s'agit de suivre des instruments d'action publique dans leur genèse, leur carrière, leurs effets, la façon dont ils sont appropriés, ce qui permet notamment de pouvoir naviguer entre plusieurs segments de l'action publique. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire en considérant le contrat d'engagement républicain comme un instrument d'action publique, hein, en l'occurrence un instrument réglementaire et de police, comme j'y reviendrai. La question plus précise que je me pose, c'est sous quelles conditions le contrat d'engagement républicain devient-il un instrument efficace de sécurisation? Alors, c'est quoi la sécurisation, ce terme un petit peu barbare aussi de la science politique? Je reprends la définition de Schwellenberg qui l'entend comme une toile d'araignée de prévention, d'inspection et de maintien de l'ordre qui s'est attachée aux routines de la vie sociale et qui cherche à orienter les comportements vers davantage de sécurité publique et de profit commercial. Donc, dans les cas qui nous occupent, donc en Limousin et encore plus spécifiquement sur le plateau de Millevaches, mais pas seulement, hein, il va s'agir donc de comprendre, déjà de comprendre la genèse de l'instrument contrat d'engagement républicain rapidement, mais surtout sa carrière, son appropriation locale plus ou moins inattendue contre une menace locale construite sur le plateau de Millevaches, avant de comprendre en quoi ces conditions d'efficacité, on pourrait dire, de l'instrument CER sont en réalité remplies par des transformations plus générales et plus profondes de l'État, de l'administration territoriale de l'État, depuis 2 décennies. Donc, le contrat d'engagement républicain, on l'a déjà évoqué, je vais essayer de ne pas répéter trop de choses, mais il a été construit comme une réponse policière, au sens où c'est à des acteurs de l'ordre public qui donne davantage de pouvoir. Il a été construit comme une réponse policière à une menace culturelle ou idéologique qui est appelée à ce moment-là le séparatisme. Donc, comme ça a été dit, le séparatisme, il est conçu dans ce qui est appelé le spectre du terrorisme, c'est-à-dire qu'il est conçu comme la première étape, pourrait-on dire, au sens où le séparatisme pourrait mener à la radicalisation, qui elle-même pourrait mener en dernière instance à des actes de terrorisme.
Donc, c'est ce qu'une secrétaire d'État appelle le bas du spectre. L'idée, c'est donc pour l'État de faire le tri, disons, dans les acteurs qu'il finance de façon un peu martiale. Enfin, je cite une secrétaire d'État c'est une phrase devenue un peu connue, qui dit pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. Donc, l'idée, c'est, enfin, ce qui se passe à ce moment-là, mais qui ne date pas de ce moment-là, mais qui s'intensifie fortement, c'est une extension du soupçon, notamment du soupçon policier, à l'égard du monde associatif, et qui va légitimer, notamment par le contrat d'engagement républicain, qui va légitimer davantage d'intervention d'un acteur en particulier dans l'octroi des subventions publiques, j'ai nommé les renseignements territoriaux. Donc, parmi les principes du CER, alors ils sont assez nombreux. Il y a laïcité, liberté, égalité, dignité. Mais celui qui va nous intéresser ici, c'est l'idée qu'une association, si elle veut ne pas se voir couper ses vivres, doit ni n'entreprendre ni n'inciter à aucun trouble grave à l'ordre public. Donc, c'est bien un instrument de police administrative, hein, au sens où il s'agit de prévenir des potentiels troubles à l'ordre public. Et donc, c'est les renseignements territoriaux et les préfectures qui sont chargés d'évaluer ce risque potentiel. Donc, ce qui se passe en Limousin, maintenant, plus spécifiquement, c'est que la menace qui va être désignée n'est pas tant la menace islamiste ou séparatiste, bon, qui dès le début n'était pas la seule menace avancée, hein. C'est ce qui est appelé l'ultra-gauche du plateau de Mille Vaches. Donc, bon, c'est en partie une construction policière et en partie un courant politique réel qui concrètement est assez actif dans les luttes sociales et les luttes écologistes et qui cherche à, notamment par l'action directe, s'opposer à différents projets d'infrastructure du capitalisme. Et il se trouve qu'en Limousin, effectivement, c'est une mouvance qui est très active dans des luttes contre des projets stratégiques pour le territoire, des projets industriels et notamment la sylviculture industrielle. D'où ce qui viendra après la question sur notre histoire de sécurisation. Il y a la sécurité publique et le profit commercial qui sont deux éléments importants. Donc, ce que montre l'enquête, c'est que, alors, donc, il y a une construction policière donc, de cet ennemi, l'ultra-gauche du plateau de Mille Vaches, qui est, là aussi, va prendre les traits d'une menace culturelle et idéologique, au sens où, au fur et à mesure des contestations sociales ou de sabotages qui ont lieu sur le territoire, l'ultra-gauche va être associée aux franges de population néo-rurales qui sont installées au fur et à mesure des décennies sur ce territoire-là, et qui vont être mis en opposition avec les populations dites autochtones. Et donc, évidemment, c'est là où on arrive à notre tissu associatif, au sens où la part de tissu associatif qui va être fortement visée par les politiques que je vais vous décrire, elle fait essentiellement partie en fait de ces franges de population néo-rurales, dont une partie participe à des luttes sociales et écologiques locales. Donc, on pourrait déduire de la construction de cette menace locale et du nouvel instrument dont disposent les acteurs administratifs et policiers, qu'il va y avoir un usage euh, puissant, renouvelé, formalisé du contrat d'engagement républicain pour couper les vivres à un certain nombre d'associations que j'ai citées au début et qui donc sont des partenaires de l'action publique parfois depuis des années, voire des décennies. Or, le contrat d'engagement républicain, c'est le paradoxe de mon enquête, n'est jamais utilisé, en réalité. Alors, vous allez dire pourquoi je fais une intervention. N'est jamais utilisé de manière formelle, de manière procédurale, comme c'est prévu dans les textes, c'est-à-dire, en principe, les préfectures lancent une procédure, préviennent tous les acteurs financeurs formellement qu'elles doivent couper leurs subventions et lancent une procédure de contradictoire par laquelle exactement comme dans les dissolutions, par laquelle l'association en question peut formuler ses critiques, sa défense. Dans les cas qui nous intéressent, le contrat d'engagement républicain n'est pas activé, on va dire, comme une procédure, mais il va être utilisé de manière informelle, tacite et orale. La question qu'on se pose donc, c'est comment expliquer l'efficacité
car, comme je l'ai dit, on a bien des dizaines d'associations qui se voient retirer des financements. Comment expliquer l'efficacité d'un instrument qui n'est pas utilisé? Ce que j'ai compris au fur et à mesure de l'enquête et des recherches, c'est que cette efficacité-là, elle était tributaire d'une transformation profonde de l'administration territoriale de l'État qui s'observe depuis 2 décennies. C'est-à-dire que pour que des agents de l'État, donc de services très différents, comme j'ai dit, des politiques culturelles, de droits des femmes, de prévention de la santé sexuelle, de jeunesse et sport, etc., soient conduits à obéir à des acteurs policiers pour mettre en œuvre l'exclusion d'un certain nombre d'associations qui étaient partenaires de l'accès à la subvention publique, et ben, il faut des transformations administratives qui rendent effectifs ses capacités de pouvoir. Et donc ça, c'est à trouver dans des réformes de l'administration territoriale qui ont donné progressivement davantage de moyens à un acteur politique et administratif, le ministère de l'Intérieur, pour progressivement imposer l'impératif sécuritaire dans d'autres segments de l'action publique que les segments régaliens. Parce qu'il n'y a rien d'évident à ce que les ministères de l'Intérieur et les préfectures qui en sont les représentants immédiats dans les territoires aient acquis sous leur pouvoir l'ensemble, ou une grande partie, pardon, des services déconcentrés de l'État. Il faut remonter au milieu des années 2000, quand une élite préfectorale issue du ministère de l'Intérieur s'inquiète de la diminution, de l'amoindrissement des pouvoirs des préfets, notamment lié à une réforme des finances publiques à ce moment-là et aussi à la décentralisation. Ils vont élaborer une vaste réforme de l'administration qui va peu à peu obtenir le soutien du futur président de la République, Nicolas Sarkozy. Une réforme qui vise notamment à fusionner un grand nombre de services déconcentrés de l'État dans les territoires et notamment dans les départements. Ces services vont être fusionnés et progressivement placés sous la tutelle et sous la subordination des préfets de département. Et cette réforme, elle est au long cours, hein, avec un certain nombre de décrets, et on l'observe encore dans 2 décrets qui sont parus le 30 août 2025. On pourra y revenir. Donc, je soutiens que la puissance, qu'on pourrait dire sécurisante du contrat d'engagement républicain, elle est liée à cette réorganisation du gouvernement de l'État territorial qui va donc donner le pouvoir à des préfets pour s'imposer à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé ce matin, la main gauche de l'État. Donc d'abord, ça passe par des disqualifications symboliques que les services, enfin que le corps préfectoral, donc là je reviens à mon Limousin, que le corps préfectoral va distiller au sein des collectivités territoriales ou au sein des différents services de l'État pour faire monter, disons, le soupçon sur telle ou telle association sans donner d'informations précises, mais en sous-entendant que telle association financée représente une menace. Ces formes de disqualification informelle, je les ai essentiellement observées dans des cas où justement les préfets n'ont pas d'ascendance hiérarchique sur les agents ou les élus notamment, auxquels ils s'adressent. Donc, qu'arrive-t-il, enfin, qu'en est-il dans le cas de services qui sont, eux, directement subordonnés? Je vais vous prendre l'exemple du service jeunesse et sport, donc, qui délivre des agréments et qui finance beaucoup d'associations d'éducation populaire, notamment. Donc, ce service-là, il a, au fur et à mesure des réformes de l'administration dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autres, il a perdu peu à peu son autonomie professionnelle. Enfin, les agents ont perdu de leur autonomie professionnelle et ont dû peu à peu transmettre, alors j'y reviendrai cet après-midi aussi plus précisément là-dessus, mais ont dû transmettre au service de renseignement toutes les listes des associations qui prétendaient à la subvention publique. Et donc, avant la tenue des commissions, peut se passer de la publicisation, de la mise en débat. Avant la tenue de ces commissions, ces services jeunesse et sport doivent transmettre ces listes d'associations au RT et aux préfectures, qui donc renvoient à une liste épurée des noms d'associations à ne pas financer. Et ensuite, donc, le travail d'instruction continue et ces listes-là sont présentées en commission avec la mention 0 € pour les associations en question.
Alors, je peux peut-être vous donner un exemple d'association concernée par l'une de ces coupures, pour que ce soit un peu plus concret. On a par exemple l'association Peuple et Culture, qui est une grande association historique d'éducation populaire, dont l'une des responsables va être aperçue par un agent des RT dans un rassemblement de soutien à des militantes féministes interpellées. Et donc, l'agent va faire son rapport, et l'année d'après, quand l'association prétend à une subvention du service jeunesse et sport, le préfet, enfin le représentant du préfet va refuser la subvention à l'oral, encore une fois, et dans une confidentialité des débats, va refuser la subvention au titre que cette association ferait du prosélytisme contre l'État. Alors, j'essaie de passer pour ne pas être trop long. Tac, tac, tac. Oui, alors je vais prendre un autre exemple d'un service qui, lui, n'est pas encore tout à fait sous la tutelle préfectorale. Il s'agit de la direction régionale aux affaires culturelles, qui, comme son nom l'indique, est régionale et, à part sur certaines questions précises, en principe, n'a aucune subordination réglementaire avec les préfectures de département. Or, ce qui se passe depuis 2022, donc on y reviendra, mais depuis l'instauration du CER officiellement, la préfecture de département est parvenue à convaincre, disons, par la pression, à convaincre les directions des DRAC et donc par ricochet à obliger les agents DRAC à également fournir aux préfectures de département l'ensemble des listes des associations qui requièrent des subventions publiques. Et donc là encore, les RT font leur enquête à partir des membres du CA, etc. Et renvoient une liste épurée d'associations à ne pas financer. Euh, Oui, alors juste sur les résistances, on pourrait y revenir parce qu'il y en a un certain nombre, mais je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des résistances au sein de la fonction publique comme au sein du monde associatif à ces évolutions. D'abord, on a donc des acteurs associatifs qui vont chercher à formuler des recours devant la justice administrative, qui vont essayer de créer des alliances avec les élus locaux, avec d'autres secteurs associatifs, même si, comme dans le cas des dissolutions, quand vous êtes accusé de manière assez confuse d'être une menace radicale pour l'ordre public, etc., certaines associations préfèrent en fait ne pas avoir affaire avec vous pour éviter la contagion, disons, de cette suspicion. Mais en tout cas, voilà, il y a un front qui se construit. Il y a une politisation de la thématique des libertés associatives qui se construit. Des élus aussi qui participent à ça. Mais plus intéressant, enfin en tout cas plus étonnant éventuellement, c'est la participation de certains fonctionnaires à une réticence, à des résistances qu'on peut appeler un militantisme institutionnel, au sens où ils observent bien que cette politique de sécurisation de leur métier disons, l'imposition de critères et de normes qui sont hétérogènes à leur domaine d'expertise propre, c'est-à-dire, encore une fois, les politiques culturelles, la jeunesse et le sport, l'éducation populaire ou les droits des femmes. Donc, une partie d'entre eux va essayer, on va dire, de résister. Alors, avec la plupart du temps, pas d'action collective en public, hein. On est plutôt sur des résistances très discrètes, comme par exemple des grèves du zèle des agents jeunesse et sport qui vont ne pas appliquer l'ordre qu'on leur a transmis à l'oral en prétextant du fait qu'ils n'ont pas reçu d'ordre écrit, par exemple. Ou alors, on leur a donné un ordre, mais tant qu'on ne leur rappelle pas l'ordre, ils ne vont pas l'appliquer, par exemple, des choses comme ça. Des fuites aussi, des fuites à la presse de fonctionnaires qui ensuite vont recevoir des blâmes, vont être convoqués par leur hiérarchie, vont être mis au placard, donc qui peuvent avoir quand même des conséquences assez fortes, mais qui restent des résistances assez discrètes, anonymes et souvent individuelles. Ce serait juste un cas au niveau de la DRAC où une grande partie des agents DRAC de Nouvelle-Aquitaine et notamment des départements concernés par ces politiques-là vont chercher à mener une action collective, au sens, une prise de parole en tout cas collective, dans un grand événement national où sont réunis l'ensemble des conseillers DRAC, ils vont dénoncer la situation. Ça va enclencher une solidarité, le début d'une action collective, mais en fait, très rapidement, ça va être tué dans l'œuf, au sens où c'est dans ce même événement que les conseillers apprennent que qu'il y a des risques que le concours de recrutement de leur corps de métier ne soit plus mis en œuvre
et que donc il y a une menace certaine sur leur statut même. Donc à ce moment-là, c'est ça qui va devenir la priorité de la mobilisation. Donc pour conclure, on observe un usage donc non procédural, informel, à l'oral, dans des commissions, dans des couloirs des administrations, du contrat d'engagement républicain, mais qui va en réalité non pas tant servir d'instrument réglementaire au sens strict, mais qui va servir d'opérateur de légitimation et de cadrage idéologique adapté pour exclure, pour disons épurer une partie du tissu associatif de la partie qui serait considérée comme contestataire ou menaçante. Mais ce que je montre aussi, c'est que disons que non seulement cette application informelle du CER, elle est tributaire, disons, d'une mise au pas progressive de la main gauche de l'État par sa main droite, mais que par ricochet, elle en est ensuite je ne sais plus comment faire ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un cercle qui s'entretient mutuellement. Et je finis, sinon c'est toute dernière phrase. Excuse-moi. Oui, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le contrat d'engagement républicain, lorsqu'il est utilisé de manière formelle, procédurale, en réalité, c'est un acte de police administrative et en tant que tel, il permet des recours devant la justice administrative. Donc, il donne des prises d'action collectives, des prises d'action juridiques aux militants associatifs. Et c'est en partie ce qui peut expliquer son non-usage par les pouvoirs publics. Je vous remercie. Marion, qu'est-ce que t'as inspiré cette présentation, sachant que je n'ai pas, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que tu es spécialiste plutôt de la police et notamment des mobilisations policières et des syndicats de policiers. Donc, ton regard notamment sur cette dynamique de sécurisation va nous intéresser. Bonjour, merci pour cette invitation donc, à discuter de ton travail, Pablo. Donc, comme ça a été dit, moi je suis plutôt sur la sociologie des policiers et des métiers d'ordre, et en particulier les protestations collectives, individuelles, en interne, et donc le refus d'appliquer certaines consignes. Donc voilà, au nom de quoi, de quelle valeur, de quelle conception du métier policier, etc. Et donc, je me réjouis de ce dialogue salutaire avec la perspective des libertés associatives. Alors, avec les deux papiers que tu m'as envoyés et ta présentation, on entre vraiment dans la boîte noire de la mise en œuvre donc, de ce contrat d'engagement républicain, de cette mainmise sécuritaire, qui engage donc des réflexions sur l'activisme institutionnel, c'est-à-dire donc la capacité de ces agents à résister, et donc en creux, le devoir d'obéissance et de loyauté à l'égard de la hiérarchie, mais aussi plus vastement des institutions, et, enfin, voilà, et en dernière analyse, du devoir de réserve, donc de l'impossibilité d'exprimer son désaccord publiquement, voire même de justifier comment dire, des politiques qui se mènent à son corps défendant. Alors, la première ligne de force de ce travail, c'est ce travail de terrain, c'est la capacité d'aller voir les associations qui se sont vues donc couper les financements et les agents publics concernés, donc qui annoncent ces refus. Et aussi, du coup, tout le travail déployé autour de l'anonymat qui s'impose et qui dit aussi des choses du climat institutionnel dans lequel les agents évoluent. Alors, je ne connaissais pas si bien le cas du Limousin et je l'ai plus largement découvert. Je reconnais un tropisme Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai découvert à quel point c'était une terre de lutte, et c'est assez savoureux de lire ce député cet ex-député de la majorité parler de parasites, voilà, d'un cancer qui métastase sur le plateau, qui détestent la société, que leurs enfants sont déscolarisés, qu'ils empêchent les usines de s'installer et de tourner, qui vivent du RSA, et donc idée fabuleuse pour ramener l'ordre et le calme, il faudrait détruire leur maison. Meilleure idée, assurément. Donc,
la précaution que tu prends très forte dans le papier autour du cas, enfin l'idée que c'est très spécifique au Limousin, je pense que tu peux t'autoriser à déspécifier un peu plus ce cas, quitte à affiner par la suite avec les autres localités que tu vas aborder. Parce que je trouve, justement, en lien avec mon tropisme, mais un air de famille autour de la musique, de certains nouveaux venus, peut-être aussi, on l'imagine, des conflits autour de l'occupation, bon, sinon de l'espace public, peut-être du territoire, comme prétexte au discours politique outrancier et à la répression. Que c'est ça que les honnêtes gens, les braves gens veulent, que voilà, le ras-le-bol des honnêtes gens, c'est aussi un moteur à l'action répressive. La deuxième ligne de force, c'est de montrer l'effet du franchissement des frontières bureaucratiques. Alors, ça a un peu l'air d'un euphémisme parce qu'en fait, on s'aperçoit que le ministère de l'Intérieur, il ne fait pas que franchir la frontière bureaucratique, il a l'air de carrément coloniser. La police administrative, on trouve en effet toute cette sémantique policière, le haut du spectre, le bas du spectre. C'est pas anodin ce terme parce que c'est à la fois un fantôme voilà, qui plane, une menace qui plane, mais aussi l'idée que toutes les formes de contestation sont reliées entre elles, qu'on commence voilà, par critiquer le ministre et qu'on finit par voilà, mener des violences en manifestation, ou sinon que l'on est responsable d'un climat de complaisance voilà, à l'égard enfin, voilà, des pratiques violentes. Et surtout, c'est propre à la enfin, comment dire, à la manière de concevoir les choses d'un point de vue policier, c'est-à-dire que trois copains qui reviennent de Hollande et qui vont vendre autour d'eux, c'est du trafic international de stupéfiants. Trois amis à la fac, c'est une cellule anarchiste, hiérarchisée. Et donc, de discuter, moi, comme je l'ai fait plutôt avec des policiers qui travaillent sur la criminalité organisée, bah, ils te disent, en fait, la criminalité organisée, c'est convaincre le magistrat de nous donner des moyens supplémentaires d'enquêter parce que ça va être cool. Et donc, ça donne un peu le vertige. Et donc, on voit aussi que ce flou est une arme. Toute cette sémantique autour du manque d'honorabilité, le prosélytisme contre l'État. Et j'ajouterais que cette mainmise policière, c'est la mainmise d'une certaine policière administrative. Les renseignements territoriaux ne sont pas les renseignements généraux qui ont été voilà, fusionnés, supprimés, etc. Sans nostalgie, les renseignements territoriaux, c'est quand même l'enquête de court terme. L'enquête de court terme à des fins de répression immédiate. Et c'est surtout enfin, le fait de ne plus avoir la possibilité de faire remonter au préfet, à l'État, au ministère, le pouls aussi du mouvement social, des revendications, des tensions sur le terrain. Et cette police-là, elle a été de plus en plus à la main des préfets elles-mêmes. Et depuis 2023, elle est donc à la main d'un chef de police départemental qui est, lui, dans des logiques voilà, de rentabilité, de répression immédiate et de pression au résultat. La troisième ligne de force, c'est bien l'état d'hésitation dans lequel sont les agents publics. Là, on voit comment l'absence de directives et de critères clairs, c'est une manière d'échapper à toute contestation terme à terme, de toute possibilité de contester ces critères. Et ça donne, ça fait écho au travail que j'avais fait sur l'attitude des flics sur le terrain pendant le premier confinement. Bah, ça peut donner, enfin, ouvrir la voie à des attitudes parfaitement zélées, des tensions aussi, des tensions entre agents. Et tu restitues très bien
je trouve, ce côté insaisissable et le fait qu'on détourne les mots de leur sens originel. Parce que finalement, derrière séparatisme, on reproche enfin, voilà, à des acteurs sociaux d'infiltrer tout un tas de pans de la société. Et donc, on voit l'atteinte à l'idée de noblesse professionnelle. Les agents, quand tu les cites, ils disent mes associations. Enfin, c'est des partenariats. Et en fait, du jour au lendemain, enfin, c'est quand même un virage à 180 degrés. Ça consiste à dire on peut plus vous parler, on ne peut pas vous expliquer non plus. Et c'est particulièrement frappant parce qu'il n'y a rien pour enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les lanceurs d'alerte dans la fonction publique. On est aussi dans un contexte de resserrement de l'autorité hiérarchique. Par exemple, dans la police, il y a le code de déontologie qui a été réformé par Manuel Valls. Et en contrepartie d'une petite ligne où on dit que c'est pas bien de tutoyer, ben, on a rajouté un gros tiers du code de déontologie, donc sur le devoir d'obéissance et les sanctions encourues s'il n'était pas restrictif. Donc, tu parles d'exit, de loyauté et de subversion. C'est vrai que les administrations ont des moyens très sophistiqués pour faire plier les agents. Mais du coup, dans quelle proportion on peut observer donc, ces résistances, et y compris, c'est pas anodin que le fait, par exemple, d'être mis au placard, ce soit de nature à pousser à se faire discret, là où dans d'autres corps de métier, bah, c'est de se dire, bon, bah, plus rien à perdre, et donc je vais foutre le bordel. Et donc, ça dit quelque chose aussi plus largement, je pense, de l'état du rapport de force dans ces corps de métier. Et dans ces services où résister, et là c'est le cas aussi dans la police, c'est particulièrement difficile. En conclusion, du coup, j'aurais deux autres questions, mais c'est aussi pour le plaisir d'engager le dialogue avec vous toutes et tous. Est-ce que, comme ça a été dit, c'est vrai que nos aînés parlaient souvent de l'idée qu'on assisterait au développement d'un État policier qui étendrait ses tentacules un peu partout. Et en fait, quand on est, par exemple, sur le terrain, on voit en fait un fossé très fort entre ce discours et ce qu'on observe en réalité. C'est-à-dire qu'on a un niveau, par exemple, de commissariat, de policiers, de services répressifs qui est historiquement bas. Et en même temps, il s'agit de lutter contre le terrorisme, d'empêcher l'immigration, d'empêcher le trafic de stupéfiants, les manifestations, les conflits de voisinage, les expulsions locatives, la police de la route, enfin voilà, tous ces trucs autour des refus d'obtempérer. Et donc, sur les associations, il me semble que c'est au contraire au nom de la lutte contre le séparatisme qu'on coupe les liens avec des acteurs qui sont susceptibles de faire au contraire de la médiation, même au travail policier, oubliant, alors je ne sais pas s'ils oublient, ou en tout cas il faudrait leur demander, mais que c'est en réaction à des tensions et à des conflits particulièrement violents qu'on a progressivement eu l'idée de financer des associations, de mettre des partenaires autour de la table, de permettre voilà, de contester des politiques, d'en proposer, d'en produire, etc. Et deuxième question, j'ai pas de réponse toute faite, hein, c'est une question que je me pose souvent. C'est est-ce que l'objectif, c'est finalement de discipliner les associations concernées ou d'en promouvoir d'autres? Parce que quid des associations qui jouent le jeu ou qui se font la continuité des politiques gouvernementales. Merci. Merci Marie. Peut-être qu'on peut prendre quelques réactions, questions, et puis te redonner la parole, Pablo. Merci. Il y a Vanessa là. Oui, Pablo, merci beaucoup.
sais pas si vous m'entendez, oui. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et je rebondis tout de suite sur ce que dit Marion, l'état de policier, ces temps, etc. Moi, l'hypothèse que je fais depuis quelques années, c'est de dire que les logiques sécuritaires, la fois, l'État répressif, mais les logiques sécuritaires imprègnent progressivement toutes les institutions, hors les institutions répressives. L'école, les hôpitaux, les travailleurs sociaux, les avocats, enfin, voilà. Et je pense que ton travail, il illustre ça. Il me semble. Peut-être que tu pourras nous répondre à toutes les deux. Qu'est-ce qui te paraît le plus cohérent par rapport à ce que tu as observé toi dans ton terrain? Et là, j'avais une question pour toi, Pablo. Tu dis finalement, on voit des résistances, ils font de la grève vitale, etc. Mais est-ce qu'on observe l'inverse? Ou est-ce que tu dirais que ça peut être une ressource finalement d'acquérir une espèce de savoir-faire de sécurisation? Enfin, je sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. J'en sais rien. Si, tout à fait. Oui, merci beaucoup Pablo pour ce travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler quand même quelque chose de rare, c'est que j'ai eu l'occasion d'exposer aussi un peu les résultats de ce travail dans une télé locale associative qui est une vache. Il y a un interview au long cours, c'est assez rare. Donc, ça, c'est assez précieux aussi, je trouve, comme une expérience de travail commun entre le monde universitaire et le monde associatif. Moi, ma question, c'était est-ce qu'on a. Parce que je sais que tu as rencontré la maison des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'on a des idées claires sur la façon dont les mandats syndicaux peuvent protéger des fonctionnaires? Et si oui, qu'est-ce qu'il reste à faire pour diffuser ces idées claires? Donc, je vais rajouter une remarque, puis on te redonne la parole. Deux choses, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, et c'est une des gageures que tu es parvenu à accomplir, au fond, c'est nous, depuis le départ de ce travail, au fond, sur les libertés associatives, une des difficultés quand même qu'on a, c'est d'accéder à l'État, en fait, hein, et de rentrer à l'intérieur, et on ne l'a pas évoqué d'ailleurs, tant que ça, tout à l'heure, sur les dissolutions, on avait envie, et on a sollicité, on a fait un certain nombre de démarches pour enquêter au sein de la DLPAJ et du service des associations au fond, au sein du ministère de l'Intérieur et donc de la direction des libertés publiques. Je rate le sigle. Bref, et en tout cas, toi, par ton enquête localisée, tu as quand même réussi à avoir tout un ensemble d'éléments. C'est jamais simple, d'une certaine façon, de travailler la répression du côté des institutions, mais voilà, par différents moyens. Et donc ça, c'est vraiment... je crois que c'est vraiment, vraiment précieux. Et deuxième élément, deuxième remarque qui est intéressante, nous, pour aussi les réflexions sur la mise en œuvre du contrat d'engagement républicain, c'est, en fait, je trouve que par ton enquête, tu as une sorte de chaînon manquant par rapport à certains éléments qu'on voit, entre d'un côté le fait que, et tu le disais, il y a un usage très circonstancié, en fait, hein, du CER, il y a 5 cas, 5 mobilisations à ce jour, ce qui d'ailleurs peut-être renvoie également aux discussions que vous aviez là sur l'état policier qui est enserré, etc. En réalité, je crois, on se rend compte, c'est que l'État n'a pas véritablement les moyens, et d'ailleurs, dans le rapport d'évaluation après un an de mise en œuvre du CER, il le déplorait aussi, hein, l'État lui-même, quant à son incapacité véritablement de contrôler autant qu'il le faudrait, à ses yeux, les associations, pour véritablement voir si le CER est respecté. Donc, 5 cas d'un côté, et puis en même temps, le sentiment d'une autocensure diffuse qui se développe dans le monde associatif, le sentiment d'une surveillance et d'un regard accru. Et par ton truc, en fait, que tu as évoqué simplement incidemment dans ta présentation, mais sur cet usage tacite du CER. C'est-à-dire que quand bien même il n'est pas là, il n'est pas mobilisé directement, en fait, il est dans les esprits, il façonne les pratiques institutionnelles des préfets, des RT, etc. Et donc, voilà. Et donc tu arrives à saisir par les pratiques des trucs qui ne sont pas évidents, qui sont ce truc diffus que sentent les assos, en fait, et qui est là, et je crois que tu en reparleras demain au sujet du FDVA, où ça, cet usage tacite, voilà. Et donc le CER a bien changé des choses de façon très informelle que tu arrives à saisir. Voilà, c'était moins des questions, mais que des remarques un peu sur ce qui me semblait intéressant aussi dans ta présentation. Merci. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions et Marianne pour ta discussion. C'est vraiment indispensable pour moi d'avoir le point de vue du sociologue de la police, quoi, qui est de l'intérieur. Des policiers. Des policiers, pardon. Alors, pour essayer de répondre un peu dans le désordre, comme je les vois. Oui, sur la question du zèle, je crois que c'est de toi, Vanessa. C'est moi qui l'ai traduit comme ça, des compétences de sécurisation. Clairement, moi, alors,
on pourrait appeler ça un biais, on va dire, un point d'entrée sur le terrain. C'est ce qui fait qu'effectivement, j'ai réussi à avoir cette boîte noire. C'est vrai que j'ai complètement oublié, c'était pourtant dans mon papier de vous parler de ma méthodologie. Mais du coup, j'ai notamment fait quelques observations et beaucoup d'analyses de corpus, mais surtout des entretiens avec donc des acteurs associatifs, des représentants associatifs qui siègent dans des commissions ou quoi, mais aussi, évidemment, c'est ça qui m'a permis d'avoir tout ça, avec des fonctionnaires. Et en fait, pour ça, enfin, j'ai d'abord commencé en fait par des fonctionnaires dont les acteurs associatifs me disaient, ah lui, il va sûrement accepter de parler parce qu'au téléphone, il avait l'air vraiment gêné de couper les subventions, il sentait confusément un truc comme ça, ou alors on leur avait déjà fait fuiter une ou deux infos, donc ils disaient, bon, ok, il serait prêt à parler. Donc j'ai commencé par là. Et après, j'ai un petit peu élargi, mais concrètement, il y en a qui m'ont jamais, enfin, il y en a qui ont refusé de me parler. Et alors voilà. Et donc, alors, au final, faudrait avoir vraiment le temps d'en parler, mais il y en a un, par exemple, c'est très intéressant, c'est que il y a une association qu'il adorait, ils étaient en partenariat très serré depuis longtemps et tout, c'est un agent jeunesse et sport, enfin, qui est devenu chef du service après, qui a refusé de me parler. Et en fait, il y a tout enfin, on me raconte dans l'entretien, l'asso, elle dit, je parle avec lui pendant très longtemps, et en gros, il est clairement critique un peu de ce qui se passe. Il dit, c'est depuis l'état d'urgence, tu comprends, enfin, on nous fout la pression. Enfin, en tout cas, il y a une forme de politisation clairement de ce qui se passe. Et à la fin, il dit, non, mais il faut que j'arrête de te parler parce que moi aussi, on va me considérer qu'en gros, enfin, il finit pas ses phrases, comme souvent dans ces trucs-là. Mais en gros, ce serait dangereux que je continue de te parler. Et lui a refusé par ailleurs d'avoir un entretien avec moi. Et donc, clairement, enfin, voilà, donc c'est pas forcément des personnes qui sont le couteau entre les dents, quoi. Il y en a, ça peut être juste de la peur ou la loyauté, ce conflit entre les deux loyautés, bah, il y a la loyauté de fonctionnaires qui l'emportent, mais dédire donc des fonctionnaires les plus réticents à faire ça, de leur témoignage à eux, ils me racontent des collègues qui, eux, en fait, vont complètement anticiper, effectivement. Par exemple, ils vont avoir une demande d'une association qui a été retoquée par les RT l'année d'avant, et ben ils vont pas la réinstruire. Ils vont même pas s'embêter à aller redemander, parce que pour eux, c'est de l'économie de travail, en fait, surtout, mais ils se disent, bah non, de toute façon, ça passera pas, je vais pas m'embêter à instruire ça. Et alors que, par exemple, ceux qui sont plus dans la résistance discrète, bah, typiquement, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont dire, ah non, non, mais attends, il n'y a aucune raison, on reçoit cette demande de subvention, on l'instruit, et si la préfecture, elle veut refuser, elle assumera son refus, enfin, elle assumera plus ou moins, parce que ce sera toujours aux agents d'inventer des motifs, mais aux agents des services en question. Mais en tout cas, il y a cette idée d'essayer, enfin, leur résistance, c'est en fait c'est de maintenir la division du travail en disant non, ça c'est du travail policier, on le laisse à ces agents-là, nous on s'occupe que de la partie qui nous occupe. Donc voilà, en gros, mais c'est des jeux, mais c'est de la résistance, on pourrait dire microscopique, quoi. C'est vrai, c'est ce que j'appelle la grève du zèle. Ensuite, ah oui, sur la diffusion des logiques sécuritaires. Alors oui, et typiquement, je ne sais pas, là j'aurais peut-être besoin de sociologues de l'action publique ou quoi, mais comment différencier conceptuellement la diffusion de logiques sécuritaires, je ne sais pas moi, dans des écoles ou des hôpitaux, et le fait que des acteurs spécialisés dans le champ sécuritaire se mettent à intervenir dans d'autres actions, dans d'autres, tu vois. Il y a un moment donné, voilà, on va dire, il y a un cadrage idéologique général, il y a des préoccupations politiques qui disent, bah, dans les écoles, il faut faire des portiques à l'entrée, des caméras de surveillance. C'est pas forcément des acteurs policiers. Bah, après, je connais pas, il faudrait qu'on me confirme. C'est pas forcément des acteurs. Donc voilà. Donc peut-être, je sais pas, mais conceptuellement, il y a quand même une différence en termes d'action publique concrète là-dedans. Pardon, je vais pas pouvoir tout prendre. Je vais passer à Marion. Oui, bah, les résistances, on en a un peu parlé sur les conséquences. Oui, ce qui me permet de rebondir aussi avec l'histoire du mandat syndical. Ça, c'est peut-être toi qui répondras mieux d'ailleurs. Parce que, alors, moi, j'ai pas eu l'impression que le mandat syndical. Par exemple, il y a une fonctionnaire que je sais qui est assez active dans le fait de faire fuiter des infos, dans le fait de donner, enfin, d'aider en tout cas les acteurs associatifs à comprendre ce qui se passe. Et à ce niveau-là, c'est ça le degré de résistance, c'est simplement aider à comprendre ce qui se passe en révélant du coup des infos. Et ben, c'est une fonctionnaire qui va être syndiquée par ailleurs, mais qui n'a jamais pris une prise de parole publique. Ni, enfin, voilà, je suis même pas sûr qu'elle ait déjà accepté de répondre à un média, même anonymement, quoi. Et donc, voilà, donc actuellement, typiquement, par exemple, un des fonctionnaires auquel je pense qui a reçu un blâme et enfin, qui a été convoqué après une fuite dans la presse où, en gros, ses supérieurs ont compris que c'était lui qui avait fuité. Bah là, typiquement, ça va être des arguments qui vont être utilisés du type, non, mais toi, tu fais du favoritisme. En gros, le fait qu'ils défendent les associations,
c'était perçu en fait comme de la non-neutralité, une sorte de favoritisme à l'égard de certaines associations. Et du coup, c'était pas un bon fonctionnaire parce il était pas neutre dans l'exercice de son métier, quoi. Donc il y a ça qui joue. Bon, je sais pas si je pourrais répondre. Ah oui, et sur la question de la généralisation, enfin de la montée en généralité éventuellement, peut-être j'y viendrai. Justement, c'est un peu pour ça qu'on a fait l'enquête l'année suivante dont je parlerai cet après-midi. Mais où là, on a essayé d'enquêter au niveau national pour comprendre, en gros, est-ce que c'est un truc complètement limousin ce qui se passe ou est-ce que c'est massif et je vous spoile pas, comme ça vous venez aussi après. Voilà, peut-être j'arrête là pour l'instant. Marion, est-ce que tu veux donner des éclairages, mais en même temps sur les syndicats de fonctionnaires, c'est peut-être pas exactement dans leur généralité Oui, urbaine. alors, en réalité, tout dépend du syndicat, hein, déjà, et de l'état du rapport de force. C'est-à-dire que dans certaines situations, voilà, sortir par exemple du devoir de réserve quand on est Alliance Police Nationale, enfin voilà, c'est le parapluie. Et puis quand on est à la CGT Police, bah, être là, voilà, comment dire, s'exposer à être attaqué de toutes les manières possibles. Donc c'est une question pour le coup de rapport de force plus que de droit de la fonction publique parce que particulièrement dans les institutions comme celle-là, en fait, l'administration employeuse fait ce qu'elle veut en fait. Elle a enfin, voilà, elle a l'application qu'elle veut de ce que c'est que le devoir de réserve, etc. Moi, j'ai l'impression que la résistance, de ce point de vue-là, passe un peu en dehors aussi des syndicats. Pour la petite histoire, en fait, on avait organisé, et Pablo avait présenté ses travaux là-dessus, sur Mille Vaches, en fait, à un colloque sur le militantisme institutionnel. Et on avait été pas mal contacté, en fait, donc c'était en juin dernier, par des collectifs de hauts fonctionnaires, hein, principalement. Et donc, je pense au collectif Nos Services Publics, par exemple. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Vraiment, je crois, qui s'est constitué notamment après les législatives de 2024, ou à ce moment-là, en tout cas, où il y a une crainte à la fois de l'arrivée du RN au pouvoir et du tournant autoritaire et des incidences que ça peut avoir sur le travail en fait en tant qu'agent et le fait que ça passe par ce type de collectif. Alors peut-être par ailleurs qu'il faudrait, là c'est très loin de mon domaine de compétences, mais le degré de syndicalisation au fond de ces hauts fonctionnaires-là, etc. Mais j'ai l'impression que ça passe aussi en dehors, au fond, de ces cadres habituels-là, ce qui peut-être les fragilise par rapport à ce que peut assurer comme protection un syndicat qui est peut-être davantage reconnu. Il y a peut-être des enquêtes à mener. Et juste un dernier mot pour continuer à faire le lien avec la session de demain après-midi. Je trouvais intéressant, tu l'as mentionné, c'est vrai que ça marque en fait, c'est ce prosélytisme contre l'État. Et cette catégorie-là, et moi j'aurais presque envie de voir dans quelle mesure elle circule, etc., où il y a des formes d'idiosyncrasie au fond, corrézienne peut-être, ou limousine de ce point de vue-là, parce qu'on voit bien en fait dans ce terme-là qui me semble quand même assez surprenant, hein, mais pas juridiquement, cette fusion, voire confusion, dont on parlera demain après-midi sur la question de la neutralité, où on a vu un glissement ces dernières années en fait entre neutralité religieuse imposée aux services publics puis aux associations et neutralité politique au fond. Et donc ce prosélytisme à l'égard de l'État, c'est vraiment l'encapsulation d'une certaine façon de ces deux trucs-là. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça se retrouve ailleurs, mais on le sent en fait que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui se mélange parfois du côté des représentants de l'État qui devraient pourtant être bien informés de l'état du droit. Est-ce qu'il y a d'ultimes remarques ou interventions? Ouais. On a encore quelques minutes. La temporalité, est-ce que les institutions que vous avez rencontrées ou les acteurs d'ailleurs, bon, bien sûr, il y a le temporalité américain qui est un outil de l'orientation, qui est un outil. Est-ce que vous avez senti que depuis, ça permet encore plus de surveiller les activités des associations? Parce que bon, avant CER, il y avait déjà des associations qui étaient dans le coordinateur des institutions, enfin, c'est pas nouveau. Est-ce que ça a permis, dans un sens ou d'un autre, un changement des acteurs publics ou des acteurs actifs des associations? Est-ce que c'était pire, une surveillance voilà, je veux dire, les renseignements territoriaux, les renseignements généraux qui étaient dans les manifs, ils voient bien qu'ils sont là et qu'ils sont des assos bien avant le CER. Donc, est-ce que ça a amplifié quelque chose qui était déjà engagé ou est-ce que ça a vraiment un point de bascule si jamais il y a eu des questions là-dedans? Éventuellement, tu peux reformuler la question parce qu'en ligne, en fait, il s'entend. Il y a la question de savoir si depuis le CER, il y a une intensification de la surveillance des associations. Il y avait une demande d'intervention au fond.
Parce que je ne vais pas pouvoir assister demain et je vais devoir partir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous à travailler sur la fin? Parce que moi, c'est une maquette dans la musique. C'est le commissaire qui me renseignement, hein, la fin. Ça peut peser sur le banc. Avoir le poids sur le bancaire des associations. Est-ce que vous avez travaillé un peu sur ça? Alors sur TracFin, on peut dire que depuis, enfin, il y a encore relativement peu, enfin, je pense qu'on est de l'ordre de quelques dizaines de saisies de TracFin pour enquêter sur on va dire, sur des associations liées on va dire, au champ politique de gauche, mais il y en a peu en valeur absolue, mais par contre, les requêtes ont explosé depuis 2020, quoi, à peu près. Voilà. En gros, il y en a, je sais plus si c'est le double chaque année, mais enfin voilà, ça explose, mais bon, ça reste relativement peu numériquement. Et sur l'intensification de la surveillance, enfin, moi, effectivement, dans ce que je décris, il y a, je pense, aucun changement en fait sur la surveillance des militants eux-mêmes. Ce qui change avec le contrat d'engagement républicain, enfin avec le cadrage idéologique qu'il pose, encore une fois, l'intervention de ces acteurs, c'est plutôt d'étendre, on va dire, le soupçon, plutôt que de se dire, bon, bah, on va réprimer ces personnes en tant que militantes parce qu'elles, simplement, voilà, je sais pas moi, elles ont participé à telle manifestation ou que sais-je. Bah, là, c'est simplement qu'on va suivre par ailleurs leurs engagements associatifs. Est-ce qu'elles sont dans le CA de telle association? Est-ce qu'elles sont salariées de ceci? Est-ce qu'elles ont déjà, est-ce que leur association a répondu à enfin, fait des prestations de services pour une autre association qui elle-même est déjà catégorisée comme dangereuse, etc. C'est une extension du domaine du soupçon, disons. Donc éventuellement une extension un peu de la surveillance, mais voilà, je pense pas que ça change quelque chose au travail quotidien de surveillance. En fait, c'est juste les RT font leur rapport et il se trouve que s'ils croisent, enfin c'est pas s'ils croisent, c'est pas un hasard, mais en croisant des acteurs associatifs dans leur surveillance des militants, à ce moment-là, ça va sur le volet subvention. Et je voulais dire un peu sur des trucs auxquels j'ai pas répondu aussi. Oui, je sais plus comment ça a été formulé, mais sur la question des médiations, ce que j'ai observé d'intéressant, c'est que par exemple, typiquement, on en parlera aussi demain, mais la commission il y a des commissions de financement associatif ou des représentants, pas des commissions de financement d'associations où des représentants associatifs siègent. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait des entretiens avec certains de ces représentants en Limousin qui en fait sont un peu, j'ai envie de dire presque radicalisés par cette répression-là, au sens où eux croyaient énormément dans la participation institutionnelle, dans ce dialogue qui s'était instauré avec les services jeunesse et sport, par exemple, avec qui les contacts étaient plutôt bons, et qu'avec l'intervention de ces nouveaux acteurs, il y a une sorte de j'ai envie de dire, un peu de brutalisation des débats qui fait qu'eux-mêmes ne voient plus le sens de participer et donc commencent à voir d'un œil plus favorable leur gauche, on va dire, typiquement, je sais pas, à France Nature Environnement, qui va voir d'un œil plus favorable les actions directes écologistes ou ce genre de choses, ou les collectifs qui restent informels, quoi. Même si ça reste lent, hein, mais je ne voudrais pas inquiéter les collègues des RT en disant ça, mais tiens, voilà, la dernière fois, ils avaient demandé le lien visio de la communication. Pardon, moi je ne vais peut-être pas répondre à tout. Si on a fini, c'est ça? Peu encore, mais on peut l'arrêter là aussi. C'était une question que tu avais posée, mais je ne sais plus où je l'ai écrite. J'avais posé une question. Oui, là, quand tu as pris la parole, tu m'as posé des questions. Bon, je sais plus. Bon, voilà. Ah, ok. Vas-y, Je voulais juste parler du côté de la médaille ici qui instruit les demandes de subventions. Donc, moi, j'instruis des demandes de subventions pour une collectivité, 24 millions d'euros qui sont distribués à des associations. Et en fait, je n'ai pas vu un point de bascule en termes des contrôles après la création du engagement républicain, et c'est parce que c'est une collectivité éducative. Ce qu'on nous a demandé de mettre en place, c'est faire une préalable, en fait, une déclaration de l'association qu'elle déclare avoir signé. On est satisfait de ça. Ensuite, on n'est pas sur les contrôles. Par contre, s'il n'y a pas une surveillance de l'activité, par contre, il y a une surveillance accrue et un contrôle accru sur les finances associatives dans un contexte dans lequel non seulement les associations elles sont portées de financement, mais les collectivités locales aussi. Et pour lesquels on nous demande d'être beaucoup plus précis dans l'instruction des demandes de subventions et contrôler
et la bonne utilisation des deniers publics. On nous dit, nous, agents publics et instructeurs, de vérifier bien, hein, de vérifier bien tous les bilans comptables, vérifier les actifs et les passifs qui sont présents dans les différentes associations. Est-ce que l'argent que nous, on va injecter dans l'activité de l'association va servir à une activité associative ou, comme je disais, à enrichir des banques, parce que ça reste dans des comptes des, des associations, et je vois là, en fait, une augmentation du contrôle, ou au moins une vision beaucoup plus stricte qu'à celle que je voyais il y a 6 ans, par exemple. Et, et en fait, je pense que le reconnaissance, c'est pas si mal quand même. C'est pas si mal, parce qu'on a Assume, Diego. une obligation. Et bon, ça fait beaucoup, quoi. Et voilà. Et éventuellement, moi, je peux juste répondre sur la question, tiens, dans les collectivités locales, on nous embête pas trop sur ce dont je parle. Bah, c'est qu'effectivement, actuellement, les espaces qui, on va dire, résistent à cette sécurisation de la subvention publique, c'est en fait c'est les CAF et les collectivités locales. Et bon, c'est quoi leur point commun? C'est pas l'État, fonctionnement. Et donc, alors, tendanciellement, parce qu'il y a des collectivités, c'est les premières à avoir utilisé le CER formellement, c'est des collectivités. Et les CAF aussi commencent à l'utiliser, hein, mais de manière enfin, moins massive, en tout cas, que ce que j'observe au sein de l'État. Donc ça, clairement, c'est lié à des logiques hiérarchiques, hein. Les agents des collectivités et des CAF n'auraient aucune obligation à obéir à des services de renseignement ou à des préfectures sur ces questions-là, même si, typiquement, sur les directions de CAF, par exemple, j'ai pu observer que quand le directeur de la CAF changeait et qu'il se trouve que en termes de sociabilité des élites locales, on va dire, ils pouvaient éventuellement, j'ai pas fait d'enquête sociologique approfondie, mais avoir des connivences, disons, avec le corps préfectoral local. Bon, bah, il se trouve que quelques mois après, il y a une enquête qui a été de la CAF sur une des associations qu'elle finançait, qui jusque-là était pour laquelle la CAF était la seule qui les avait pas embêtés, quoi. Donc voilà, donc il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer que la subordination hiérarchique, il y a les disqualifications informelles, etc. Mais en tout cas, clairement, c'est des espaces qui sont encore indépendants de ces logiques-là, largement, je trouve. On en reste là, on reprend d'ici 15 minutes. Merci beaucoup à tous les deux, c'est passionnant.